Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau weekly reading vlog. On est lundi, il est 16h18 et je vous reprends tout de suite avec les objectifs de la semaine. Je viens à l'instant de clôturer le vlog de la semaine dernière parce que comme d'hab je suis à la bourre et je viens également de vous tourner mon update lecture pour le mois de juillet que vous aurez du coup jeudi. Et vous l'aurez déjà vu quand vous verrez cette vidéo. Hier, j'ai donc commencé L'abominable innommable grimoire de Karine M et Elian Blackmore aux éditions Arsenic et Boule de Gomme. C'est la contrepartie d'une campagne de financement participative Ulule. Je vous l'ai montré dans un vlog précédent, du coup je ne vais pas forcément me réattarder dessus. Je suis page 120, approximativement à 60%. Voilà, j'avais pas vu qu'il y avait deux signés en tissu. J'aime énormément cet ouvrage. Il y a des QR codes à l'intérieur qui proposent du contenu additionnel. Alors ça peut être soit des illustrations, des fonds d'écran, des vidéos promouvant les autres titres des auteurs, ou bien des work in progress, donc les illustrations qui se trouvent dans ce livre, mais du début à la fin en fait, comment elles ont été créées et au fur et à mesure où on voit l'évolution du dessin pendant qu'il est réalisé. En réalité c'était laborieux. Voilà, donc c'est très 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 chouette et je vais le terminer ce soir je pense. Mais avant ça, je vais commencer Les Grands Jeux, le tome 2 de Nevernight de Jay Kristoff. Vaincre sa peur, conquérir le monde. Parce que c'est la lecture commune de cette semaine. Voilà, donc je suis très contente, j'ai trop hâte. C'est pour, dans ma palle des cartes, c'est pour le 10 de carreau, pour lequel je devais lire un livre avec du foil sur la couverture. Il y a du foil sur la couverture. Si jamais vous avez un doute sur ce que signifie foil, ça veut dire brillant. Le foil, c'est ce film un peu brillant, voilà, très doré, mais doré, bon là c'est bleu, c'est pas doré, mais voilà, très brillant. Et le vernis sélectif, c'est encore différent. Bon, là, on peut pas vraiment parler de vernis sélectif parce que la couverture est brillante et pas mate, mais attendez, je crois que sur celui-ci, oui. Alors, je sais pas si vous allez voir la différence à la caméra, mais regardez bien. Ça, c'est du foil. C'est doré, ça brille. Et ici, vous avez du vernis sélectif. C'est aussi brillant, mais c'est pas brillant doré. Je sais pas si vous voyez la différence, si vous comprenez la différence. Bref, disons que si vous n'avez pas de livre avec du foil dans votre pile à lire, vous pouvez choisir un livre avec du vernis sélectif. Ou n'importe quoi, ce que vous voulez. Voilà. Moi, j'ai plusieurs livres avec du foil. Donc, j'aime beaucoup le foil. Bref, Nevernight. Dans le tome 1, on va faire la connaissance de Mia, qui est une jeune femme de 16 ans qui décide d'intégrer une école d'assassins pour venger sa famille qui a été décimée il y a environ 6 ans. Et elle a un pouvoir particulier, elle a la capacité d'appeler à elle et de manipuler les ombres, ce qui fait d'elle une enténébrée. Elle a un compagnon à 4 pattes qui est un chat fait d'ombre qui s'appelle Gentilhomme, qui est absolument phénoménal. Et j'avais adoré le premier tome que j'ai lu il y a 2 semaines, 3 semaines, avec Diane en lecture commune également. Donc là, on est parti pour le tome 2. Et je suis trop contente. Et j'ai très hâte. Et j'ai vu qu'elle avait commencé tout à l'heure, j'ai vu qu'elle avait commencé à noter quelque chose dans le Discord. Donc je vais monter, uploader le vlog de la semaine dernière et ensuite me mettre tout de suite à ma lecture. On est à, je crois, 114 pages. 115 pages par jour, à peu près comme le tome 1, mais le tome 1 était allé très vite. J'espère que ce sera aussi le cas pour ce tome 2. Comme ça me permettrait de terminer celui-là pour aujourd'hui. Ce qui serait plutôt cool. Pour aujourd'hui, ce sera peut-être tout. Mais pour le reste de la semaine, si je pouvais également caser Rouge, ou bien Louis le Galou, ou bien Girl at the Grave, ce serait plutôt cool parce que je me suis aperçue que pour ma palle des cartes, pour ce mois-ci, ça allait être compliqué de faire un livre par semaine. Celui-ci, la LC est calée. La Maison au milieu de la mer céruléenne, la LC est calée aussi. Mais ensuite, il reste que 2 semaines complètes. Il reste la semaine prochaine, pendant laquelle je pourrais lire soit Rouge, soit Louis le Galou. Et la semaine après la LC de la Maison au milieu de la mer céruléenne, pendant laquelle je pourrais lire soit l'un, soit l'autre. Et du coup, Girl at the Grave, j'ai plus le temps. J'aurai plus le temps de le lire. Il me restera 2 jours, je crois. Lundi, mardi, encore, ce sera 30 et 31, il me semble. Donc... ça va être un peu chaud, mais
on y croit. Donc si Nevernight pouvait se lire très vite, ça m'arrangerait. Mais en même temps, c'est tellement bien que ça me gêne pas de prendre mon temps. Voilà, donc je vais m'y remettre, enfin m'y mettre, pas m'y remettre, m'y mettre tout court. Là, très bientôt aujourd'hui. On est lundi, donc je n'ai pas de sortie à vous mentionner pour l'instant. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal de choses. Je suis très contente. J'ai beaucoup bossé sur papier, en fait. J'ai préparé ma double page pour le mois d'août dans mon reading journal. J'ai déjà préparé ma pile à lire, mon book haul. Et puis voilà, c'est tout. J'ai fait mon bilan pour le mois de juillet. J'ai noté les sorties pour le mois d'août dans mon petit cahier. Comme ça, je n'en oublierai pas parce qu'il y en a pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai créé des plannings mensuels de vidéos pour savoir à quel moment je dois tourner quelle vidéo pour pouvoir l'uploader à quel moment. Mais voilà, j'aime bien faire des listes. Ça me plaît. Et j'ai 15 000 carnets du coup qui sont remplis. Enfin bon, c'est pas très grave. Et surtout, j'ai aussi rattrapé mon retard dans toutes les vidéos YouTube que je n'avais pas encore vues. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que maintenant que je n'ai plus de vidéos YouTube à regarder, je vais être obligée de lire. Mince alors. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. J'ai reçu la semaine dernière le mail de confirmation d'envoi de ma Fairy Loot pour le mois de juillet. Donc je pense que je devrais la recevoir cette semaine. Ce qui est plutôt cool parce que là, vous allez avoir jeudi mon update lecture. Et du coup, si je reçois ma box, bah samedi, peut-être, vous aurez l'unboxing de la Fairy Loot du mois de juillet. Ce qui fait que vous l'aurez peut-être aussi déjà vu quand vous verrez cette vidéo. Mais comme je n'en suis pas encore sûre, je ne vais pas vous parler tout de suite du roman qu'elle contient, même si, normalement, vous le savez déjà, puisque au moment de sa sortie, je vous ai précisé que c'était ce titre-là qui, je pense, devait faire partie de cette box. Ou pas. Je ne sais plus. C'est pas très grave. On verra ça. Je blablate pour ne rien dire et je m'agace moi-même. Donc, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Et je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. On est mardi, il est 19h45. Quoi? 2 jours de vlog de suite? Mais qui est-elle? Je vous promets pas que ça va durer. Je viens de terminer à l'instant L'abominable et innommable grimoire de Karine M et Elian Blackmore aux éditions Arsenic et Boule de Gomme. C'était fantastique, j'ai adoré ce livre. Je ne l'ai pas encore passé dans Copile, je ferai ça je pense demain. Voilà, c'était génial, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais j'adore le style d'illustration, le coup de crayon de ces deux artistes qui ont des univers similaires, mais quand même bien distincts. Ça c'était flou. Voilà, donc j'adore et c'était trop bien. Je suis vraiment contente de l'ajouter à ma collection parce que il est juste sublime. Je vous l'ai dit, il y a du contenu additionnel parce que sur plusieurs pages, sur beaucoup de pages, on a des QR codes qui nous permettent de découvrir les esquisses, les dessins en cours de création, des petites vidéos promotionnelles sur d'autres titres des auteurs, des listes de musique à écouter. Voilà, c'était génial. J'ai adoré, j'adore le côté très gothique, sombre, un peu à la Tim Burton. D'ailleurs, il y a un hommage à Tim Burton dans ce livre. C'était génial. J'ai adoré. Il va avoir une excellente note. Je sais pas si ce sera un coup de cœur, mais il va avoir une excellente note, c'est sûr. Mais comme il s'agit d'un artbook, je ne vais pas le classer dans la même catégorie, entre guillemets, que les romans. C'est-à-dire que même s'il a une excellente note, ce ne sera pas mon livre préféré du mois, à moins qu'il y ait vraiment rien qui lui arrive à la cheville. Mais j'ai commencé hier le tome 2 de Nevernight de J. Christophe, Les Grands Jeux, en lecture commune avec Diane. J'ai lu donc les 114 premières pages et avant même le début de l'histoire, j'étais morte de rire. J'étais morte de rire parce qu'on a
Dramatis Personae, voilà, donc une liste en gros des personnages qu'on va rencontrer, des personnages importants qu'on va rencontrer dans cette histoire, et ça nous permet d'avoir un petit rappel des événements du tome 1, ce qui est plutôt cool. Je pense que tous les auteurs devraient faire ça, quand ils écrivent des séries, mettre un rappel des événements du tome précédent, des tomes précédents, dans le tome qu'on va commencer. Parce que même si ça fait seulement 2 semaines que j'ai lu, que j'ai terminé Nevernight le tome 1, et ben ça fait pas de mal d'avoir un rappel. Autre petit point à signaler sur Nevernight, le tome 2. C'est la première fois que je tombe sur ce genre de note de l'éditeur, et je trouve ça absolument fantastique. Donc je vais vous la lire. Note de l'éditeur. Il a été très récemment porté à l'attention de l'auteur que certains noms ou termes n'auraient pas dû être utilisés dans les chroniques de Nevernight. En soutien et par respect envers ses lecteurs de confession juive, amis et leur communauté, J. Christophe et ses éditeurs ont décidé de remplacer ces noms et termes dans tous les prochains tomes de chroniques de Nevernight et leur réimpression. Et il y a 3 termes qui sont concernés. Donc, il y a un personnage très 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 important dont le prénom a été modifié. Le frère de Marielle, la tisseuse de chair, c'est un genre de vampire. C'est pas du tout un vampire, hein. Mais il manipule le sang. Et voilà, il est capable de manipuler le sang. Et son prénom a été modifié parce que le prénom qu'il avait à l'origine était, alors j'ai regardé un petit peu sur internet, était la traduction, la signification, une des versions du nom donné à Dieu dans la religion juive, vraisemblablement, hébraïque. Et voilà. Et puis l'autre, c'est le nom donné à une forme de sorcellerie très ancienne et très mal vue dans cet univers, qui, pareil, avait une signification très importante dans la religion. Donc les termes ont été modifiés. Franchement, ça n'a aucun impact concrètement sur l'histoire. Pour moi qui ne suis pas de confession juive, qui n'avait pas capté en lisant le tome 1 que certains termes pouvaient être problématiques, je trouve que de l'avoir noté, de l'avoir fait remarquer et de l'avoir modifié, c'est extraordinaire. De la part de l'auteur, de la part des éditeurs, voilà. Donc ça mérite d'être souligné. Je trouve ça très 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 cool. Même si, comme dit, pour moi, ça n'a aucune incidence concrètement sur l'histoire. Voilà, donc, juste pour vous le dire, je crois que je vous ai redonné les trigger warnings, je vous les redonne quand même. Violence, torture, langage grossier, sexe, viol, description explicite de blessures, alcool, traite d'êtres humains et mort animale. Je crois pas que je vous les avais donnés, ceux-là. Je vous avais donné les trigger warnings pour le tome 1, mais pas pour le tome 2. Voilà, donc si jamais vous aviez envie de lire le tome 1, mais que les trigger warnings du tome 2 vous posent vraiment vraiment problème, vous pouvez quand même lire le tome 1, parce que même si l'histoire, on sent bien qu'elle n'est pas terminée, le tome 1 a quand même une certaine conclusion. Donc, bon, vous pourriez lire le tome 1 sans forcément vouloir lire la suite. Mais ça m'étonnerait parce que c'était trop bien. J'ai retrouvé le personnage que j'adore et on a notre héroïne qui est en fort mauvaise posture dans le début de ce tome 2. Mais ça présage des choses extraordinaires. On a l'apparition d'un tout nouveau personnage à la toute fin de la partie que j'ai lue hier. Du coup, je vais commencer le chapitre 5. Donc à la fin du chapitre 4, on a l'introduction d'un nouveau personnage. Je ne suis pas encore convaincue que je vais l'apprécier. Mais bon, écoutez, on verra. En tout cas, c'est fantastique. Comme dit, je me marre. Mais c'est d'un drôle. Oh, les notes de bas de page sont phénoménales. D'ailleurs, je pense que je vais mettre des petits post-it systématiquement à toutes les notes de bas de page, parce que c'est les éléments quasiment qui me font le plus rire. Je vais en mettre aussi pas mal au Dramatis Personae au départ, parce que, je vous l'ai dit, hein, avant même que l'histoire ne commence, voilà, c'était drôle. C'était très drôle. Donc je vais sortir mes petits post-it parce que je les avais pas sur moi hier, donc j'ai pas pu les coller. Mais là je vais les sortir, revenir sur la partie que j'ai lue hier en diagonale, histoire de noter les passages que j'ai beaucoup appréciés. Et je vais me remettre tout de suite à ma lecture pour lire les 115 prochaines pages, approximativement 120 pages d'aujourd'hui. Et ça se lit très vite. C'est ouf, ça se lit à une vitesse.
Voilà, donc, et franchement, je suis contente, j'adore, j'adore, j'adore. Je pense que je vais lire Nevernight et que après... J'hésite. Il est déjà presque 20h. Je verrai en fonction de mon état de fatigue parce que je suis extrêmement fatiguée. Donc déjà, j'espère que je vais réussir à aller au bout de ces 120 pages pour aujourd'hui. Et si c'était le cas et que j'avais encore un petit peu d'énergie, je ne sais pas encore si je vais commencer quelque chose ce soir. Probablement pas. Parce que du coup, je devrais commencer soit Rouge, soit Louis le Galou, soit Girl at the Grave. D'ailleurs, je pense pas que je commencerai Girl at the Grave. Je pense que je le commencerai en tout dernier. Parce que l'objectif, c'est quand même de réussir ma palle des cartes. Et Girl at the Grave est une lecture bonus, ne fait pas partie de ma palle des cartes. Donc je vais plutôt privilégier Rouge et ou Louis le Galou. A annoncé le thème de sa box de septembre que j'ai déjà oublié. Rising Up, Uprising. Voilà, magnifique. Très très beau. Je ne sais pas encore quel sera le titre de cette box, mais elle contiendra 2 bouquins. Et ça, c'est plutôt cool. Et ce sont 2 sorties du mois de septembre, je crois bien. Donc, je n'ai pas encore regardé les sorties prévues en VO pour le mois de septembre. J'en suis aux sorties du mois d'août. Et en l'occurrence, il y en a une qui m'intéresse aujourd'hui. C'est une sortie en VO. C'est A Lesson in Vengeance de Victoria Lee. C'est du young adult, de la fantasy, Dark Academia. Donc, dans une école avec de la magie, etc. Et ça a l'air plutôt cool. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, je pense. Et je vous retrouverai du coup peut-être demain pour la suite de ce vlog. Salut. On est mardi 10 août. Il est 18h51, ça fait une semaine que je vous ai pas parlé. Il n'y a pas eu de weekly reading vlog sur la chaîne hier. Je suis désolée. J'ai lu la semaine dernière. Mais ma fin de semaine a été très chargée. J'ai aucune excuse pour ne pas vous avoir repris ni mercredi ni jeudi. Par contre, de vendredi à dimanche, c'était pas la peine d'essayer. Quoi qu'il en soit, on est reparti pour une nouvelle semaine du coup pour moi. Pour vous, ça fera quasiment 2 semaines. 2 semaines sans m'avoir vue. Sauf si je reçois ma Fairy Loot prochainement, ce qui ne saurait tarder parce que j'ai vu plein de gens la recevoir, donc j'espère que la mienne va pas tarder à arriver. D'ailleurs, il faut que je vérifie où ça en est dans l'expédition parce que ça m'inquiète un petit peu qu'elle ne soit pas encore arrivée. Quoi vous dire? Du coup, la semaine dernière, j'ai lu Nevernight, le tome 2, Les Grands Jeux de Jay Kristoff, en lecture commune avec Diane. Je n'ai pas lu ni vendredi, ni samedi, ni dimanche, parce que vendredi j'ai bossé de 9h à minuit et samedi j'ai bossé de 8h à 13h et ensuite je n'étais plus chez moi pendant tout le reste du week-end, donc je l'ai fini hier. La lecture commune devait s'étendre jusqu'à dimanche, j'ai pris 1 jour de retard, j'ai pris 3 jours de retard, mais je les ai rattrapés hier. Donc j'ai terminé le tome 2 de Nevernight hier et c'était trop bien. Oh là 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 là, my god. Je vous remettrai dans la barre d'infos le lien vers la lecture commune qu'on a faite avec Diane, même si elle est terminée. Si vous avez lu le tome 2 de Nevernight ou si vous ne l'avez pas encore lu mais que vous souhaitez le lire, n'hésitez pas à regarder nos commentaires au fur et à mesure. Je vous rappelle que c'est spoiler free, c'est-à-dire qu'à chaque fois on note le numéro de la page, le numéro du chapitre, le numéro de la page et on met une balise spoiler pour ne pas spoiler justement au fur et à mesure les gens qui ne l'auraient pas lu, mais c'était hilarant. C'était intense, mais alors, waouh! Et cette fin, et le tome 3 ne sort en français que début 2022. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads, et dans Copile, il a atteint la moyenne de 9,80 quelque chose, je crois, parce que, 19 sur Livre Addict, en fait, j'ai mis des 10 partout, excepté au personnage, parce qu'il y a un personnage dans ce tome qui m'a profondément agacée. Il a été construit comme tel. Il est fidèle à ce qu'il est et à la façon dont l'auteur l'a construit, mais il m'a énervé. Donc je n'ai pas pu mettre 10 au personnage. Voilà. Mais c'était quand même fantastique. J'ai adoré ce second tome. Vous pouvez constater, hein, j'ai mis pas mal de petits post-it. D'ailleurs, je me suis retrouvée à court de post-it. C'était la catastrophe.
J'ai dû aller chercher des post-it en urgence chez Cultura parce que je n'en avais plus. Bref, en tout cas, c'était génial. Je vous recommande vraiment la série et j'ai trop hâte d'avoir le tome 3 entre les mains. Vivement. Voilà, donc ça c'est pour la semaine dernière, parce qu'en gros j'ai fait que ça la semaine dernière au niveau lecture, je n'ai lu que ça. Je vais juste reprendre tout de suite mon carnet de sortie pour vous donner, je crois, la seule sortie du jour. On est le 10, oui. Donc il y a une sortie qui m'intéresse aujourd'hui, c'est une sortie en VO, ça s'appelle Ghost Girl de Ali Malinenko et c'est du middle grade de l'horreur paranormale. Ghost Girl, donc forcément avec un fantôme. Horreur middle grade, donc horreur jeunesse. Pourquoi pas? Et la couverture est très jolie, donc voilà, je me dis que ça peut changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Voilà, c'est la seule sortie du jour qui m'intéresse, et la semaine dernière, comme je vous ai pris mardi, je vous avais parlé de la sortie qui m'intéressait, et entre-temps, il n'y en a pas eu d'autres. Donc là, on est à jour. Ensuite, De Saxus a annoncé la traduction en septembre, je ne sais plus, de Lore d'Alexandra Bracken. C'était mon coup de cœur du mois de mars, j'ai adoré cette lecture. C'est du fantastique dans lequel la mythologie grecque va s'inviter à New York. On va avoir une chasse d'anthologie entre les descendants de lignées de héros type Persée, Hercule, Thésée, qui doivent vaincre et s'approprier les pouvoirs des dieux qui ont été punis par Zeus, je crois bien, pour s'être rebellés. Et donc on va croiser Athéna, Hermès, Aphrodite, et j'avais adoré cette lecture, et je suis tellement contente qu'il soit traduit en français pour que vous qui ne lisez pas forcément en VO puissiez le découvrir. Je vais le racheter en français dans l'édition de Saxus, c'est sûr et certain, parce que j'achète tous les livres de chez de Saxus. Et voilà, et quand j'aurai l'édition française entre les mains, je déciderai si je conserve mon édition Fairy Loot, sachant qu'elle est très belle, donc il est possible que je conserve les deux éditions. On verra. En tout cas, je suis vraiment très contente. Voilà, sinon je crois qu'il n'y a rien d'autre de neuf concernant les sorties. Du coup, aujourd'hui, comme j'ai terminé Nevernight hier, je n'ai pas commencé de nouvelles lectures hier. Mais aujourd'hui, j'ai commencé Rouge de Pascaline Nolo. C'est un récit, allez, on va dire fantasy, parce que je crois pas que l'endroit existe. À moins que, mais voilà, on va dire fantasy. On va faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Rouge. Cette jeune fille a le visage marqué par une tache de naissance qui lui macule la moitié du visage. C'est une tache de naissance rouge. Et elle a également une boursouflure de peau au-dessus d'une paupière. Comme un... je sais pas, à ce niveau-là peut-être, je sais pas exactement. Cette petite fille, cette jeune fille, est haïe par son village, qui considère qu'elle est le mal incarné. Il ne faut surtout pas la toucher parce que sa malfaisance pourrait être contagieuse. Elle propage désolation où qu'elle se trouve, et voilà, elle porte malheur, etc., etc. Et en gros, dans son village, le jour où les filles ont leurs règles pour la première fois, elles sont... C'est pas qu'elles sont chassées du village, c'est que, disons, qu'il y a une sorcière dans les bois qui réclame qu'on lui sacrifie, qu'on lui envoie, on ne sait pas ce que deviennent ces filles, qu'on lui envoie toutes les filles qui ont eu leurs premières règles au jour du 7e jour après le début de leurs premières règles. Est-ce que c'est clair? Et en gros, donc ces jeunes filles partent chez la sorcière et on ne les revoit plus jamais. Alors c'est toujours un moment assez dramatique parce que du coup les parents, voilà, quand les femmes accouchent de filles, c'est tout de suite un peu le drame. Donc on a un taux de mortalité chez les enfants, chez les bébés de sexe féminin bien plus important que chez les bébés de sexe masculin. Il n'est pas clairement dit que c'est dû aux parents qui préfèrent sacrifier leurs enfants à la naissance plutôt que de les voir partir à l'adolescence. Mais vu la mentalité du village, ça ne m'étonnerait pas. Ils sont horribles, hein. Ces gens sont monstrueux. Ils traitent Rouge comme une pestiférée, ouais, pire qu'un animal, pire qu'un chien à qui on donnerait des coups. Enfin, ils la battent, ils l'insultent, vraiment ils la considèrent comme une moins que rien. Et le jour où Rouge a ses premières règles, et ben c'est la fiesta dans le village. C'est la fête, tout le monde est content parce qu'elle va se barrer, parce qu'elle va disparaître. Et en fait, c'est pas vraiment dit dans le résumé, donc je vais pas trop
m'étendre sur les raisons qui font que les villageois sont tellement heureux, parce que non seulement ils veulent la voir disparaître, mais il y a aussi une autre raison qui font qu'ils sont contents de la voir partir. Je veux pas vous spoiler, donc je vais pas vous donner cette raison. Mais voilà, en gros j'en suis là. J'ai commencé ce midi et je suis page 73, chapitre 10. J'aime beaucoup le style de l'autrice, bien qu'il y ait un petit élément de vocabulaire, enfin de grammaire, grammaire, je ne sais pas trop, qui m'embête un petit peu, c'est qu'elle utilise la forme longue de l'expression con, Q-U'-O-N, par exemple, qu'on lui donna, au lieu de dire qu'on lui donna à manger, elle écrit que l'on lui donna à manger. Ça m'irrite. C'est correct hein, grammaticalement, mais ça m'irrite un peu les yeux, l'oreille, je ne sais pas. Mais c'est correct grammaticalement, c'est juste que ça me fait bizarre. Voilà, écoutez, sinon à part ça, c'est assez gore, assez cru. On a un prologue absolument monstrueux. C'est dégueulasse. Et voilà, on a le comportement des villageois envers cette jeune fille qui est absolument atroce. Donc c'est dur. C'est très dur, je vous l'ai dit, hein, on parle de... Elle se fait insulter, elle se fait lyncher. Voilà, je suis pas pour l'instant inquiète, mais je suis intriguée. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour Rouge, de savoir comment elle va survivre à son périple dans les bois. Est-ce qu'en arrivant chez cette sorcière qui se fait appeler grand-mère, Rouge, grand-mère, ça se passe dans les bois. C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je ne vous l'ai pas dit aujourd'hui, donc je vous le redis. C'est une réécriture sombre, très sombre, du Petit Chaperon Rouge. Et donc, j'ai hâte de découvrir ce que Rouge va faire, en fait, dans quoi elle s'embarque. Qu'est-ce qui va se passer dans les bois pendant son périple jusqu'à chez Mère Grand. Enfin, grand-mère, Mère Grand, grand-mère. Je dis Mère Grand, mais c'est grand-mère. C'est grand-mère. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle y sera, si elle y arrive? Est-ce qu'elle va retrouver les autres jeunes filles qui ont été envoyées chez elle? Est-ce que cette grand-mère est une sorcière, une vraie sorcière, ou pourquoi pas? Il y a des éléments qui font penser que ça pourrait être réellement une sorcière avec des pouvoirs. Je ne vais pas vous dévoiler non plus trop pourquoi. Mais du coup, est-ce qu'elle est vraiment malfaisante? Ou est-ce qu'elle fait ça pour punir le village pour une raison quelconque? Je ne sais pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que certains parents ont tenté d'échapper à cette malédiction et de sauver leurs filles en les envoyant très très loin. Et à chaque fois qu'une des filles s'est sauvée, n'a pas été offerte à la grand-mère alors qu'elle aurait dû l'être, une catastrophe s'est abattue sur le village. Donc ils sont obligés de donner leur fille à chaque fois qu'elles atteignent leur première règle. Voilà, en gros. C'est très 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 intriguant, j'ai hâte de m'y replonger et je vais faire ça tout de suite après avoir mangé, je pense. En tout cas, c'est plutôt sympa pour l'instant, j'apprécie. Je suis intriguée, je suis hypée, je suis happée par l'histoire, donc c'est cool. Voilà, sinon, que vous dire de plus? Je vais le finir très vite, je pense, parce que je l'ai découpé en 7 parties pour le lire sur toute la semaine, mais là j'ai déjà lu la première partie, je suis déjà dans la partie d'aujourd'hui pour le coup, que je suis censée lire aujourd'hui pour arriver à le lire en 7 jours, mais je vais dépasser à mon avis cette partie parce que les parties sont courtes, parce que ça se lit à une vitesse incroyable, les chapitres sont très courts, donc je pense que ça va être vite lu, ce qui est plutôt pas mal parce que ça va me permettre d'enchaîner avec le tome 2 de Louis Le Gallou cette semaine, avant de commencer lundi, La maison au milieu de la mer céruléenne, que j'ai très 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 hâte de découvrir et que j'aurai commencé le jour où vous verrez normalement cette vidéo, si je réussis à poster ce vlog à temps. J'espère. Donc, si vous regardez cette vidéo et qu'on est le lundi 16, c'est ça, la lecture commune de La maison au milieu de la mer céruléenne commence aujourd'hui. Voilà. Bref, j'ai reçu un petit colis, dans la boîte aux lettres, qui était de nouveau coincé. J'ai réussi à le décoincer par mes propres moyens, mais je me suis un peu fait mal au doigt. Écoutez, c'est pas très grave, je m'en remettrai. Mais j'ai une voisine qui est passée par là et qui a assisté à mes péripéties et qui m'a suggéré de mettre un mot dans la boîte, ce qui est
très malin, je n'avais pas pensé. Je mettais, quand la boîte est coincée, je mets un post-it sur la boîte et une fois que la boîte est décoincée, j'enlève le post-it. Mais c'est vrai que de mettre le mot dans la boîte, c'est plutôt malin. Donc, il s'agit bien entendu du colis mensuel des romans éternels. Silas Marner de George Eliot. Jamais entendu parler de ce roman, de l'auteur en revanche, oui. Les New-Yorkaises d'Edith Wharton. Jamais entendu parler de ce roman, de l'autrice en revanche, oui. Ce n'est pas le premier livre dans la collection des romans éternels que je reçois d'elle. De George Eliot non plus d'ailleurs. Ce serait bien qu'ils diversifient un petit peu leurs auteurs parce que c'est intéressant. Je dis pas c'est des classiques, hein, le but c'est voilà. Mais je pense qu'il y a d'autres auteurs classiques qui mériteraient d'être connus. Donc un peu de diversité, ce serait cool. Et le tome 1 et le tome 2 de La Coupe d'Or de Henry James. Pareil, jamais entendu parler de ce roman, mais déjà de l'auteur. Et voilà, les 4 nouveaux qui rejoignent ma super collection. Il serait temps que je commence à les lire. Peut-être j'en ai lu un depuis que je les ai, que j'ai commencé à les recevoir. Et c'était un des plus courts. Bref. Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, ça fait 17 minutes que je vous parle. Donc, je vous laisse et je vous retrouve demain, on y croit, pour la suite de ce vlog. On est mercredi, il est 22h38. Je sors de la douche, comme vous pouvez le constater. Je viens de rentrer du boulot. On avait un ciné plein air aujourd'hui. Je me suis fait dévorer par les moustiques. Youpi tralala. Ça me chatouille le nez. Quoi vous dire? J'ai fini Rouge. Je l'ai bouffé en 2 jours. Ça se lit à une vitesse phénoménale. Je lui ai mis 15 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copile, il a atteint la moyenne de 7 quelque chose. Parce que je multiplie par 2 et comme j'ai mis 15 et pas 14, c'est un peu plus de 7,5. 7,5. Je me demande si c'est pas 7,60 quelque chose, 74 ou un truc comme ça. Bref, peu importe. J'ai mis une excellente note à l'atmosphère, qui est absolument angoissante, monstrueuse. J'ai mis une excellente note à l'histoire. On est sur une réécriture très sombre du Petit Chaperon Rouge. J'ai mis une note moyenne pour les personnages, une note moyenne pour le style de l'autrice, l'écriture de l'autrice, que j'ai appréciée, mais que j'ai trouvé extrêmement particulière, parce que... Attendez, il y a un énorme moustique qui se balade dans la maison. Je vais lui faire sa fête. Je crois que je vous l'ai déjà dit hier. Elle a un langage très... alors ça fait assez moyenâgeux, mais pas non plus à l'extrême. Et ces fameuses constructions de phrases longues, on va dire, sans employer de raccourcis. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça comme ça. Parfois, ça me heurtait un peu l'oreille. Et puis, il y a aussi quelque chose que je vous ai pas mentionné hier. La façon dont s'expriment les personnages, en particulier un personnage. On le ressent moins après. Quoique. En fait, j'ai l'impression que les personnages, en particulier le personnage du chasseur, c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Donc vous vous doutez bien. J'entends des bzzz. Ça fait peur. Qu'on va retrouver donc le Petit Chaperon Rouge, donc qui est Rouge, notre héroïne, le chasseur, la grand-mère, le loup. Et donc le personnage du chasseur, je trouve qu'il s'exprime de façon extrêmement étrange. En fait, il explique tout ce qu'il fait, mais genre il explique vraiment tout ce qu'il fait, quoi. C'est très très détaillé. En fait, les dialogues ne sont pas du tout réalistes. Voilà, j'ai trouvé que les dialogues n'étaient pas du tout réalistes. C'est aussi pour ça que j'ai mis un petit peu moins bonne note au style. Je crois que j'ai mis 6, quelque chose comme ça. Mais c'était une bonne lecture, une très bonne lecture. 15 sur 20, c'est quand même une très bonne note. Par contre, attention, c'est vraiment très très sombre. C'est gore. Et trigger warning, énorme trigger warning. C'est pas mentionné dans la 4e de couverture, mais je vais vous le dire sans vous donner plus de détails, pour viol et tentative de viol.
Maltraitance envers les enfants, ça je vous en ai déjà parlé un petit peu, je vous ai dit que notre héroïne était maltraitée, elle était victime de harcèlement psychologique, elle est insultée à longueur de temps, on lui lance des projectiles, enfin voilà, elle est vraiment très très maltraitée par les gens de son village. Mais au-delà de ça, il y a aussi cet aspect de l'histoire que j'avais complètement oublié. Je pense que je l'ai su à un moment donné en m'intéressant à ce titre qu'on allait aborder ce sujet, mais ça m'était complètement sorti de l'esprit. Mais c'est le cas. Donc si vous êtes très sensible à ce sujet, je pense que ce livre n'est pas pour vous, parce que c'est vraiment une thématique récurrente. Et voilà, c'est un axe du récit, quoi, un des axes principaux du récit. L'autre raison pour laquelle je n'ai mis que 15, c'est parce qu'au niveau de l'intrigue, alors autant j'avais envie de savoir où allait l'histoire, j'ai été happée, je l'ai lu en 2 jours, hein, donc je l'ai vraiment dévoré, il fait 315 pages je crois, donc voilà, j'ai vraiment pas lâché ce bouquin une fois que j'étais dedans, mais il y a 2 surprises, 2 grosses révélations que j'avais vu venir. Il y a l'identité d'un personnage qui nous est dévoilé à un moment donné. J'avais déjà deviné qui c'était. Et il y a un élément concernant un autre personnage qui nous est révélé également à la toute fin du récit. J'avais des soupçons sur cet élément qui nous est révélé à la fin de l'histoire. Je l'ai raté. Je crois que c'est qu'une mouche. Bref, voilà, donc c'était chouette. C'est un des finalistes du PLIB, je vous l'ai pas dit. Donc bah voilà, de toute façon je vous en reparlerai dans un update lecture. Là je me suis beaucoup attardée en fait, vous allez avoir exactement ce que je vous ai dit là dans mon update lecture au final. C'est pas très grave. Mais ce n'est pas pour celui-ci que je voterai puisque j'ai préféré La Ville sans vent quand même à Rouge. N'empêche que c'était une bonne surprise, donc je suis ravie de l'avoir découvert. Et je vais m'intéresser avec attention, m'intéresser avec intérêt aux autres récits de l'autrice Pascaline Nolot, parce que même si, comme dit, j'ai eu un petit souci au niveau du style, la construction, la tournure des phrases, bah, c'était quand même vachement chouette. Donc, et puis comme dit, ça s'est lu très 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 vite. Je vous le conseille, mais voilà, âme sensible, s'abstenir. C'est noté à l'arrière, hein, de toute façon. Un récit où le merveilleux se mêle à l'horreur et où l'innocence se dilue implacablement dans le sang. Un conte sensible, sombre et envoûtant qui ne cherche à épargner personne et surtout pas son lecteur. Voilà, donc c'était très très cool et je suis vraiment vraiment ravie de l'avoir lu et je trouve ça cool qu'il soit parmi les finalistes du PLIB parce que c'est important d'avoir différents styles, différents genres. Donc voilà, je n'ai pas aimé Rocaille, enfin j'ai abandonné Rocaille tellement j'étais pas intéressée. Je n'ai pas aimé La princesse au visage de nuit parce que j'ai trouvé que l'auteur tenait des propos parfois racistes. Alors ça fait partie du récit, mais j'ai pas aimé cet aspect de l'histoire, donc voilà. Je vous en parle ici parce que je vous en reparlerai pas en update lecture et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous en parler de La princesse au visage de nuit. En fait, je vous en ai parlé à l'époque où... Je vais poser ça et je vais vous le mettre là. Je vous en ai parlé dans un petit bout de vlog qui aurait dû être publié peu avant ou après Noël et en fin de compte, je n'ai jamais monté ce vlog, donc cet extrait de la vidéo a été supprimé. Ce qui fait que vous n'avez jamais eu mon avis sur La princesse au visage de nuit, que je vous donne donc maintenant. L'histoire était intrigante, le concept était sympa. On est sur l'histoire d'un jeune homme qui revient dans son village d'origine suite au décès, je crois, de ses parents. C'était il y a longtemps, hein, je me souviens plus trop de l'histoire. Et il y a un mystère qui entoure un petit peu ce village parce qu'on a des enfants qui ont disparu. Et on soupçonne qu'il y aurait un genre d'esprit, peut-être un fantôme, dans les bois, qui kidnapperait ces enfants. Et en fait, on va tourner autour un petit peu de ça, un récit un peu à la paranormal, assez occulte. Et comme dit, le concept était chouette, l'histoire aurait été intéressante, mais... Le style de l'auteur vraiment m'a énormément freiné. Je crois que je lui ai mis 12 sur 20 seulement, principalement à cause du style, qui pour moi était pas agréable en fait. C'est dommage. Comme dit, ça a un peu fait baisser beaucoup fait baisser ma note concernant cette histoire qui pourtant était sympa, mais c'était malheureusement pas un auteur pour moi, tout simplement. Peut-être qu'à l'avenir, s'il écrit d'autres choses, ses prochains récits m'intéresseront.
mais pour l'instant, voilà, je vais pas chercher spécialement à lire d'autres titres de cet auteur. C'est dommage, mais c'est comme ça, comme dit, on peut pas plaire à tout le monde. Mais celui-ci, je l'avais fini, contrairement à Rocaille, où là, j'ai vraiment pas réussi à accrocher, pas à cause du style de l'autrice qui était assez intéressant, mais parce que j'étais pas intéressée par l'histoire, en fait, tout simplement. Voilà, donc, vous avez mon avis sur 4 des 5 finalistes du livre, et il m'en reste un. C'est Steam Sailors, que je lirai très prochainement, mais pas tout de suite, parce qu'il n'est pas dans ma pile à lire du mois d'août, donc je dois d'abord terminer ma pile à lire du mois d'août. C'est la raison pour laquelle je vais commencer le tome 2 de Louis Le Gallou, Les Nuits d'Aurillac de Jean-Luc Marcastel, qui est doublement dédicacé, et par l'auteur et par l'illustrateur. Voilà, et c'était ma sélection pour le roi de carreau, pour lequel je devais lire le titre le moins populaire de ma pile à lire, c'est-à-dire celui qui avait été lu par le moins de personnes. Et en tête de cette sélection sur Goodreads, c'était le tome 3 de la série Louis Le Gallou. Comme je voulais privilégier la série qui était arrivée en premier et pas le livre suivant, j'ai sorti le tome où je m'étais arrêtée, donc le tome 2. Voilà. Donc je vais commencer celui-ci, ça va se lire très vite, c'est écrit extrêmement gros. Je crois me souvenir que les chapitres sont assez courts, peut-être pas finalement. En tout cas, j'avais adoré le style de l'auteur dans le tome 1. Donc voilà, j'avais vraiment l'impression qu'il était à côté de moi et qu'il me racontait son histoire. Et j'ai très hâte de me replonger dans celle-ci. J'espère que je vais me souvenir suffisamment du tome 1 pour ne pas être complètement perdue à la lecture du tome 2. Donc c'est la lecture que je vais commencer, mais peut-être pas ce soir, je la commencerai à mon avis plutôt demain, parce que là il est bientôt 23h et je suis un petit peu fatiguée. J'ai une moustique et bestiole qui me tourne autour là. Je vais vite éteindre la lumière et aller me coucher. Voilà, donc c'est ma prochaine lecture. Alors Rouge, je l'avais découpé en 7 parties pour le lire sur toute la semaine, et je l'ai lu en 2 jours, ce qui est plutôt cool parce que je n'aurais pas eu le temps sinon de compléter ma palle des cartes et ma lecture bonus en VO de Girl at the Grave. Là, il y a peut-être une chance que ça arrive. Pour la fin de semaine, je lis celui-ci. La semaine prochaine, il me reste La Maison au milieu de la mer Cyruléenne. Et ensuite, il me restera une semaine et 2-3 jours pour lire Girl at the Grave. C'est tout à fait faisable, d'autant qu'il me semble que je peux récupérer la version audio pour ce titre, ce qui est plutôt cool, ça va me permettre d'avancer plus vite. Voilà, écoutez, je n'ai pas de sortie à vous présenter pour aujourd'hui, donc je crois bien que cette fois-ci c'est tout. Je vais vous laisser et je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est jeudi, il est 21h51, je sors de la douche. Alors hier j'ai fini Rouge, je vous en ai parlé, je n'ai pas commencé Louis Le Gallou, mais je l'ai commencé ce matin. Je n'ai toujours pas fini le chapitre 1. En fait, je l'ai commencé ce matin au réveil. Je me suis réveillée, je me suis préparée, j'ai pris mon petit déj, j'ai commencé à le lire. Étant donné que je savais que je bosserais de 8h à 13h et que juste après je devais partir pour un rendez-vous, je ne l'ai pas pris avec moi puisque je savais que j'aurais pas le temps de le lire. Je suis rentrée sur les coups de 15h à peu près à la maison. J'ai commencé, je l'ai repris, mais j'étais tellement fatiguée que je me suis reposée, j'ai dormi en fait. Donc je n'ai toujours pas fini le chapitre 1, je suis page 24, en plein milieu du chapitre 1. Cet après-midi, on est allé courir et je ne l'ai pas encore repris, donc je vais m'y remettre là maintenant, tout petit peu, parce que je suis fatiguée, je vais dormir je pense. Je vais au moins finir le chapitre 1, parce que là ça craint. Il est infinissable, interminable ce chapitre, c'est terrible. Il me reste 4-5 pages, donc je vais faire ça et puis je pense qu'après j'irai dormir. Voilà, rien de neuf à part ça. Je n'ai toujours pas reçu ma Fairy Loot, ce qui commence à m'inquiéter. Apparemment elle a été reçue au dépôt, mais au dépôt en Angleterre ou au dépôt en France? Bonne question. Écoutez, ce sera la surprise. À mon avis, vu qu'on est jeudi, je l'aurai pas avant la semaine prochaine. Tant pis, c'est pas grave. Pas de sortie en perspective pour aujourd'hui ni d'ici la fin de la semaine. La prochaine ce sera pour mardi prochain. Voilà, du coup rien de plus pour l'instant.
Comme dit, je suis un petit peu fatiguée. Vivement les vacances. Il me reste encore la fin de la semaine et la semaine prochaine de boulot. Et ensuite, je suis en vacances pour une semaine. Je pars pas. Je reste ici. Mes parents viennent. Donc, ça va être cool. Je vloguerai peut-être un petit peu moins la dernière semaine du mois d'août. Du coup, on verra. J'essaierai quand même de vous proposer un peu de contenu. Sachant que j'ai pas prévu de lecture commune cette semaine-là. Justement, la lecture commune de la maison au milieu de la mer Céruléenne, c'est la semaine prochaine. Donc, c'est déjà ce stress en moins. Et puis si je réussis à terminer Louis le Gallou cette semaine, ce qui techniquement devrait être faisable si je réussis à ne pas m'endormir toutes les 10 minutes, voilà, je devrais pas avoir... j'aurais pas le stress de devoir absolument terminer ma palle des cartes puisque ce sera fini. Louis le Gallou, c'est un des derniers avec la maison au milieu de la mer Céruléenne que je sais que je finirai la semaine prochaine puisque c'est une LC qui s'étale du lundi au dimanche. Et ensuite il me restera encore une semaine complète pour lire Girl at the Grave qui est ma lecture bonus en VO. D'ailleurs j'ai pas regardé s'il était dispo sur Audible. Et bah écoutez, c'est tout. Ouais, j'ai rien de plus à vous dire, c'était un petit update assez court là pour le coup aujourd'hui. Ah si, le Gallou, parce que même si j'ai pas encore fini, même si j'ai pas encore fini le chapitre 1, je vais quand même vous rappeler de quoi ça parle. Ça se déroule en France, à une époque un peu moyenâgeuse. En fait, on a une météorite, je crois, quelque chose comme ça, qui a créé cette brèche en France. Et donc toute l'histoire se passe en Occitanie, dans le sud de la France. Et en gros, de cette brèche sont sorties des créatures monstrueuses, des malbestes, des, je sais pas moi par exemple, des sangliers, mais des sangliers un peu mutants, quoi. Des bêtes qui font 4-5 mètres de haut, qui ont des défenses comme ça, et qui sont pas très sympathiques. Et qui sont un petit peu mangeuses d'hommes aussi, tant qu'à faire, hein, voilà. Et donc on a notre personnage principal qui s'appelle Louis et qui va découvrir qu'il est un loup-garou. Louis le Gallou, on a un loup sur la couverture, ça semble assez évident. Et voilà, en gros on a cet univers un petit peu qui nous est expliqué. On a un personnage pas très sympathique qu'on découvre dans le tome 1. Alors... le problème, c'est que je me souviens plus trop de ce qui s'est déroulé dans le tome 1. Je me souviens que je l'avais adoré, principalement grâce au style de l'auteur, parce que quand Jean-Luc Marcastel raconte une histoire, vous avez l'impression qu'il est à côté de vous et qu'il vous raconte cette histoire. Et c'est marrant parce que justement, le prologue, en gros, c'est... on est dans une salle, le lecteur et d'autres personnes sont dans une salle. Il y a un peu de bruit, on attend que quelqu'un prenne la parole et quelqu'un prend la parole pour raconter la suite des aventures de Louis. C'est fantastique, voilà, j'adore le style, c'est tellement agréable à lire, voilà, c'est vraiment un pur bonheur et du coup bah, je suis frustrée de ne pas réussir à le lire comme j'aimerais, mais bon, je me fais pas trop de soucis, ça ira mieux demain et puis... là, il est que 22h, si ça se trouve, 1h30. Ouais, parce que demain, je commence qu'à 9h, donc j'ai le temps de... je peux lire un tout petit peu plus tard ce soir. Si je ne m'endors pas, si mon corps réussit à tenir le coup, il y a moyen que j'avance bien. En 2 heures, ouais, 1h30, 2h, je peux réussir à pas mal avancer, mais je vous dirai ça demain, du coup. Donc, je vous laisse et je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. On est vendredi, il est 19h23. J'ai avancé un petit peu dans Louis le Gallou aujourd'hui. Je suis page... oh, je suis plus loin que je croyais. Je suis page 105, chapitre 6. Ça me plaît toujours autant, mais j'aurais dû relire le tome 1. Parce qu'il y a des éléments qui sont pas évoqués directement, mais il y a des petits indices, des petites choses qui laissent penser que par rapport à un personnage, je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, c'est le tome 2. Et il me semble me souvenir qu'effectivement il y avait un truc avec l'identité d'un des personnages dans le tome 1, que du coup je suis censée connaître. Il me semble me rappeler vaguement qui il est en réalité, mais je n'en suis plus très sûre.
J'aurais dû relire le tome 1. C'était une erreur de ma part, tant pis. Je vais essayer de voir si je trouve un résumé spoilant sur internet. Je sais que ça existe. Maintenant, est-ce que ça existe pour ce livre-là? Je ne suis pas sûre. Je vais chercher quand même, ça ne coûte rien. En tout cas, j'apprécie beaucoup, beaucoup ma lecture. Je vous l'ai dit, Jean-Luc Marcastel est un conteur. J'ai l'impression qu'il est à côté de moi, qui me raconte cette histoire. J'ai vraiment l'impression d'être autour d'un feu de camp, à côté d'une cheminée, avec une tisane ou un chocolat, et d'écouter quelqu'un qui me raconte l'histoire, quoi. Et c'est fantastique. Par contre, ça demande beaucoup, beaucoup de concentration, parce que le langage est assez particulier. On est sur, comme je vous l'ai dit, une époque moyenâgeuse, ce qui fait que les termes et les tournures de phrases sont différentes du langage qu'on emploie habituellement. Donc ça demande pas mal de concentration. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal à lire le chapitre 1 hier, en fait, tout simplement. Donc ça m'a pris plus de temps, parce que j'arrivais pas à me concentrer suffisamment. Je suis désolée, je me suis fait dévorer par les moustiques, ça me gratouille le pied. Voilà, donc... mais j'adore le style, et tous les chapitres sont illustrés. Et c'est génial. J'ai très très hâte de m'y replonger dès que j'aurai fini de vous parler, manger, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, j'ai reçu ma Fairy Loot, et vous le savez puisque normalement vous aurez vu la vidéo que je posterai samedi. Six Crimson Cranes, c'est la réécriture du conte des cygnes sauvages, les 7 frères rois. Je sais pas comment ce conte a été traduit en français, mais c'est un titre qui me fait énormément envie. Ça se passe vraisemblablement au Japon, puisqu'on a des grues japonaises, le soleil rouge, donc ça paraît très logique. Réécriture, vous savez que j'adore les réécritures fantasy. Cette édition est magnifique, et elle va coller à la perfection avec mon édition de la duologie de l'autrice, dont le premier tome est Spin the Down, et que je devrais recevoir d'ici la fin de l'année. Mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est une édition exclusive Fairy Loot qui était en vente sur leur site, qui je crois n'est plus disponible maintenant. Et pour le coup, l'autre, donc la duologie, c'est une réécriture de Mulan. Donc l'autrice est spécialiste de réécriture des contes dans un univers asiatique apparemment. Donc c'est plutôt cool. Ah, ça me gratouille. Oh, je sais, il faut pas se gratter, c'est pas bien. Mais ça me démange. Je vais mettre du produit tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était le courrier du jour. J'ai un truc dans l'œil. Ça va passer. Pas de sortie aujourd'hui. La prochaine sortie, je crois que ce sera pas avant mardi. Par contre, aujourd'hui, j'ai commencé à regarder les sorties pour le mois de septembre. Et alors là, laissez-moi vous dire que je crois qu'il y a déjà au moins une dizaine de titres qui paraîtront en septembre, que j'ai envie de lire depuis qu'ils sont sortis en VO en fait. Je les ai déjà repérés en VO, ils sont déjà dans ma wishlist en VO, voire dans ma palle quand j'ai réussi à trouver une version numérique. Et ben ils vont sortir en septembre en français. Et ça c'est trop cool. Mais je vais pas vous en parler maintenant, ce serait vous spoiler un petit peu les vlogs du mois de septembre. Donc je vous dirai tout ça au fur et à mesure. Mais vous allez voir, il y a du lourd. Il y a du très lourd. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'être au mois de septembre. Voilà, écoutez, je crois que je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part ça. Je pense que je le finirai demain. Louis Le Gallou, d'ailleurs, il faut que j'emmène mon deuxième bouquin. Parce que le truc, c'est que je suis page 105. Il fait 290 pages. Donc, il me reste moins de 200 pages à lire. Mais, une fois que je suis lancée, ça se lit très vite. Et demain, je suis la seule personne présente au boulot qui soit habilitée à contrôler les passes sanitaires. Et comme on est ouvert en continu de 9h à 13h, je vais me retrouver dans le couloir de 9h à 13h à contrôler les passes sanitaires. Donc je n'aurai rien d'autre à faire que contrôler les passes sanitaires et lire. Donc je risque fort de le finir. Ce qui est plutôt cool. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que je pense à emmener Girl at the Grave. Ah, quoique Girl at the Grave, je voulais lire la version audio. Enfin, je voulais écouter la version audio en même temps que j'avais la version papier. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé si je pouvais trouver une version audio de ce titre. Ce que je vais faire tout de suite, du coup. Mais oui, il est là. Parfait. Donc, je vais le télécharger tout de suite. Mais non, je veux pas le supprimer de ma liste. Je veux l'acheter. Acheter maintenant. Confirmer l'achat. Voilà, c'est fait.
J'ai plus qu'à le télécharger et à commencer à le lire dès que j'aurai terminé Louis le Gallou. C'est plutôt cool. Voilà, écoutez, je vous laisse du coup pour aujourd'hui parce que j'ai plus spécialement quoi que ce soit à vous dire de neuf et d'intéressant. Et je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. On est samedi, il est 21h17 et je suis en train de me liquéfier à petit bouillon. C'est une catastrophe. Il fait une chaleur à crever, je n'en peux plus. Voilà. Donc je viens juste vous faire le petit point de la journée qui sera très court. Ensuite je vais filer sous la douche, me poser sur le lit avec le ventilateur à fond. Je vais probablement choper la crève, mais c'est pas grave, au moins je serai au frais. J'ai avancé un petit peu dans Louis le Gallou, un petit peu beaucoup, mais je ne l'ai pas encore terminé. Je suis page 177, chapitre 10. Il me reste 3 parties à lire, donc concrètement samedi, dimanche, lundi, si je respecte la quantité de pages journalières que je m'étais fixée pour ce roman, mais je vais pouvoir lire un petit peu plus, donc je pense que demain au plus tard je l'aurai terminé pour pouvoir commencer Girl at the Grave. D'ailleurs quand je vous reprendrai demain, je l'aurai peut-être déjà commencé, fini celui-ci et commencé l'autre, parce que demain on sera pas forcément toute la journée à la maison, donc je sais pas à quelle heure je vais vous prendre, mais il y a moyen que j'ai fini celui-ci et commencé l'autre, ce qui peut être plutôt pas mal. J'apprécie toujours autant l'histoire, j'apprécie toujours autant le style de l'auteur, mais je me suis aperçue passer le second émerveillement, parce que j'étais émerveillée dans le premier tome de découvrir ce style. Je l'étais toujours au début du tome 2, mais là je commence à me rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de répétitions. L'auteur se répète à plusieurs reprises, que ce soit dans les termes ou bien dans les événements, la façon dont les personnages réagissent à certaines choses. Ils ont toujours les mêmes réactions, plus ou moins, avec les mêmes termes qui sont employés. Donc c'est un petit peu... je sais pas, c'est dommage. Voilà, c'est dommage, ça... c'est pas que ça gâche, mais voilà, c'est bizarre. Mais bon, ça me plaît toujours. Voilà, j'ai hâte d'avancer dans l'histoire. Là, on a quelques rebondissements qui viennent de survenir, donc j'ai très hâte de m'y replonger, ce que je vais faire de ce pas. Pas de sortie prévue aujourd'hui, mais c'est tout en fait. Pas de sortie prévue aujourd'hui, et si, ça y est, c'était ça que je voulais vous dire. Le Trône des 7 îles de chez De Saxus, qui est la traduction de All the Stars and Teeth de je ne sais plus son nom, désolée, est repoussé d'une semaine, devait sortir ce mercredi et sortira mercredi prochain à cause du camion. J'ai lu ça sur Instagram, ils ont publié pour s'excuser. En fait, le camion poids lourd de l'imprimeur a eu un problème, ce qui fait que le distributeur n'a pas pu être livré et ne pourra pas être livré à temps pour une sortie officielle mercredi. Donc la sortie est repoussée d'une semaine, ce qui fait que Le Trône des 7 îles et Serpent and Dove devraient sortir en même temps. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisque ça va me permettre de faire qu'un seul voyage chez Cultura, étant donné que j'ai précommandé ces 2 ouvrages, qui du coup devraient arriver le même jour. Voilà, écoutez, journée chargée demain en perspective, mais ça va être de la bonne fatigue, j'espère. Donc je vais avoir pas mal de temps pour lire, normalement, ce qui peut être assez cool. On va voir comment je le sens. En fait, j'aime bien lire longtemps, prendre mon temps pour lire et me poser pendant plusieurs heures pour lire d'affilée, ça ne me gêne pas du tout. Mais demain, je serai potentiellement à l'extérieur pour faire ça. Et je suis moins à l'aise d'être à l'extérieur, surtout si je me retrouve en plein soleil. J'ai prévu la crème, les lunettes et le chapeau, mais voilà, j'ai la peau assez sensible au soleil et j'ai tendance à cramer vite, très vite, malgré la crème. Donc il va falloir que je surveille tout ça. Vous verrez ça demain soir, du coup, quand je rentrerai, si je suis cramoisie. J'espère pas. Écoutez, je vous laisse du coup pour aujourd'hui et je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. On est dimanche, il est 18h37 et je vous reviens pas cramée. J'ai un petit peu bronzé, un petit peu, mais je n'ai pas cramé et ça c'est plutôt cool. Je suis contente.
On est allé courir ce matin comme tous les dimanches matins. J'ai pulvérisé mon score de ma meilleure séance. Je suis très contente. C'est très très cool. Ensuite, on est parti directement au spa. Spa piscine pour toute la journée. On est arrivé sur les coups de 10h30, je dirais. Et on vient de rentrer à l'instant. On avait prévu de quoi manger. Moi, j'avais acheté une petite salade toute faite là. Et puis voilà, c'était très cool. Alors par contre, le temps a été hyper capricieux. Du coup, on a alterné les moments où il faisait très très chaud. En fait, on a eu surtout de la chance ce matin. Jusqu'à 13h30, 14h, on a mangé à peu près vers 14h. J'étais à l'extérieur, donc soleil. Bon, il y avait quelques petits passages d'ombre et un petit peu de vent parfois, donc c'était plutôt cool. Mais c'est à ce moment-là que j'ai bien pris des couleurs. Par contre, cet après-midi, le ciel, il a fait nawak. Il y avait du soleil, il a plu en même temps. Ensuite, il faisait super gris, mais très chaud. Puis, catastrophe de pluie. Enfin, vraiment, c'était compliqué. Mais j'ai passé un super moment et j'en ai profité pour terminer Louis le Gallou, le tome de Les Nuits d'Aurillac de Jean-Luc Marcastel. C'était très, très, très sympa. J'ai beaucoup aimé. Je vous montre, il est dédicacé, voilà, par l'auteur et par l'illustrateur. C'était ma lecture pour le titre le moins populaire de ma pile à lire, c'est-à-dire celui qui avait été lu par le moins de personnes. Je lui ai mis 15 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Coppel, je crois qu'il a atteint la note de 7,84 ou 86, quelque chose comme ça. Je vais vous donner les notes un peu plus précises du coup, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas pendant mon update lecture. Je vais par contre m'arrêter là sans aller plus loin dans mon avis pour que ce soit pas redondant avec le wrap-up du mois d'août que vous aurez début septembre, Copile. J'ai baissé un petit peu ma note par rapport au style de l'auteur comparativement à ma lecture du tome 1 parce que comme je vous le disais hier, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de répétitions en fait et ça m'a un petit peu dérangé malheureusement, ce qui est très dommage parce que à côté de ça, le style de l'auteur est tout à fait fantastique. J'ai mis 7 pour les personnages, 9 pour l'atmosphère, 7 pour l'écriture, 8 pour l'histoire, 9 pour l'intrigue. En fait, il faut que je trouve un autre terme pour décrire ce critère en français. Parce qu'en anglais, c'est intrigue, mais en fait, c'est le fait d'être intrigué, de garder l'attention, le lecteur captivé par l'histoire. Faut que je trouve un... Bref, vous avez compris, donc 9. La logique 7 et le plaisir global 8. Parce que, voilà, notamment à cause du style que du coup, j'ai un peu... la hype est un peu retombée. Et du coup, j'ai un peu ouvert les yeux sur le côté très répétitif de certaines expressions, de certains... Enfin, parfois, il y a des phrases qui sont répétées quasiment mot pour mot, en fait. Donc, c'est assez étrange, dommage. Et puis, je me souvenais pas, à la lecture du tome 1, que ça demandait autant de concentration, cette histoire. Parce que c'est écrit dans un langage assez moyenâgeux, avec des termes que parfois je ne connaissais pas du tout. J'ai dû plus ou moins essayer de deviner, même si à la fin, on a un petit lexique, ce qui est plutôt cool. Voilà. Des mots de l'Occitanie, la langue fleurie du pays de Louis. Et voilà, et j'aime beaucoup les contenus additionnels. On a des illustrations qui représentent certains passages de l'histoire, pour pas trop vous spoiler. On a donc ce fameux lexique et on a un petit historique de la ville d'Aurillac et je trouve ça plutôt cool. En fait, cette série, au-delà d'être une série fantastique pour jeunes ados, on va dire, il y a des recettes de cuisine aussi qui donnent très 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 envie. C'est une ode à l'Occitanie telle qu'elle a été réinventée un petit peu par Jean-Luc Marcastel, mais également telle qu'elle est réellement, parce que la version qu'on connaît nous du sud de la France et la version qui est narrée dans cette histoire ne sont pas les mêmes, mais celle qui est narrée dans cette histoire est fortement inspirée par l'Occitanie qu'on connaît. Et voilà, je trouve que c'est... en fait, les personnages chantent quand ils parlent. Ils ont cet accent chantant pour moi dans la tête, l'accent du sud.
y a plusieurs accents dans le sud. L'accent du sud de Montpellier n'est pas le même que l'accent du sud de Marseille, par exemple. Mais je peux pas m'empêcher de donner cet accent chantant au personnage quand je lis les dialogues dans ma tête. Et je trouve ça très très cool. Voilà, donc c'était un très très chouette moment. J'ai le tome 3 dans ma palle, donc, qui était le tome le moins populaire de ma pile à lire, mais comme j'avais pas encore lu le tome 2, j'ai sorti le tome 2 au lieu du tome 3. Et non, je ne lirai pas le tome 3 tout de suite, je vais attendre un petit peu quand même. Mais c'est plutôt cool parce que ça m'a permis d'avancer dans une de mes séries. À part ça, rien de plus parce que je n'ai pas encore commencé, j'ai enlevé la jaquette, Girl at the Grave. J'ai téléchargé la version audio, mais j'allais le commencer quasiment au moment où on partait en fait. Donc voilà, j'ai lu très lentement aujourd'hui, mais c'était plutôt bien. Et j'ai fait autre chose aussi, j'ai pas fait que lire toute la journée, on était quand même au spa, donc j'en ai profité pour aller un peu dans le jacuzzi, la piscine, tout ça. Voilà, je me suis un peu détendue. Et du coup, je n'ai pas encore eu le temps de commencer Girl at the Grave, mais c'est ce que je vais faire dès maintenant, là, en fait. Voilà, je vais peut-être... Non, je n'ai pas besoin de me préparer à manger, j'ai juste à faire réchauffer, donc il est encore un petit peu tôt. Mais par contre, je vais remplir mon reading journal pour Louis Le Gallou. Et puis, voilà. Donc là, je vais me lancer dans Girl at the Grave. C'est un roman de Terry Bailey Black. Avec la couverture, ce sera mieux. Voilà, donc c'est un roman de Terry Bailey Black qui est un roman... Alors, c'est un thriller, mais je crois que c'est un thriller fantastique. Je suis quasiment sûre que c'est un thriller fantastique. Kerry Manescalco-là encensée, une mère pendue pour meurtre, et la fille qui va essayer de laver le nom de sa famille alors qu'un nouveau tueur est dans la nature. Elle va essayer de laver le nom de sa famille, même si ça signifie affronter son propre passé sombre. Voilà. Donc j'ai très très hâte de le commencer. Il n'est pas très long. La version audio fait un peu plus de 10 heures, je crois, en lecture à vitesse normale. Je vais essayer de le lire en vitesse 1.5 parce que je pense que ça devrait le faire. Et puis on verra, les chapitres ont l'air assez courts. Les chapitres ont l'air assez courts. Voilà. C'est cool. Je suis contente. Ça devrait se lire très vite, du coup, je suis ravie. J'ai pas mes lunettes et du coup, on voit bien mes cernes. On les voit beaucoup moins bien quand j'ai les lunettes. Oh. Mais bon, pour le spa et la piscine, les lentilles, c'est quand même plus pratique. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour ce vlog. Comme dit, à partir de demain, il y a la lecture commune pour The House in the Cerulean Sea, donc la maison au milieu de la mer céruléenne qui commence. Je crois qu'on est à un peu plus de 60 pages par jour, donc il y a moyen que je réussisse à coupler l'ALC de TJ Klune avec celui-ci. On verra. Je vais essayer déjà d'avancer bien beaucoup dans celui-ci aujourd'hui. Il me reste voilà, toute la fin de soirée et ouais, toute la fin de soirée et demain je travaille pas le lundi, donc il y a moyen que je réussisse à lire vite la partie que j'ai besoin de lire pour la LC, puis enchaîner sur celui-ci pour lui mettre un bon gros coup de pied parce que après la semaine prochaine il restera une semaine au mois d'août, mais si je réussis à finir Girl at the Grave cette semaine, la semaine qui arrive là, et la maison au milieu de la mer céruléenne qui normalement devrait pas poser de problème parce que c'est la LC qui court du lundi au dimanche, donc au plus tard dimanche je devrais l'avoir fini. J'aurai terminé ma palle des cartes et ma palle mensuelle globale, puisque Girl at the Grave ne fait pas partie de ma palle des cartes, mais fait partie de ma palle mensuelle, puisque c'est ma lecture bonus en VO pour le mois d'août, ce qui fait qu'il me restera une semaine, pendant laquelle je pourrai lire ce que je veux. Et ça, c'est plutôt cool, parce que c'est la semaine où mes parents seront là, et du coup, il y a de fortes chances que je lise pas beaucoup. Donc, je vais probablement faire des lectures très courtes, peut-être me concentrer sur les BD que j'ai empruntés à la médiathèque et que j'ai toujours pas lu. Ça pourrait être une bonne idée. Et il me reste aussi, vous le voyez pas trop là, mais il me reste aussi Steam Sailors, le dernier finaliste du PLIB que je n'ai toujours pas lu. Ce serait bien que je m'y mette également. C'est du français, c'est de la jeunesse, jeune adulte, jeunesse, ou jeunes ados peut-être, enfin ados, ouais ados, on va dire ados. Donc ça devrait se lire relativement vite. Je sais pas encore quel sera le programme de la dernière semaine du mois d'août. En tout cas,
pour cette semaine, c'est fini. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau weekly reading vlog. Ciao!